Il y a des interviews qui marquent des tournants, celle de Tucker Carlson au New York Times en fait partie. Pendant 2 heures, l'ancien présentateur vedette de Fox News a démoli méthodiquement l'homme qu'il a contribué à porter au pouvoir. Donald Trump serait devenu, selon ses mots, un instrument au service d'intérêts étrangers, plus précisément au service d'Israël et de Benjamin Netanyahou. Cette accusation ne vient pas d'un démocrate, elle ne vient pas d'un progressiste. Elle vient du cœur même de la droite trumpiste. Tucker Carlson n'est pas un commentateur marginal. Il est l'une des voix les plus influentes du conservatisme américain. Ses émissions attiraient des millions de téléspectateurs. Ses podcasts cumulent des audiences considérables. Son soutien a été déterminant dans les victoires de Trump en 2016 et en 2024. Quand un tel personnage accuse le président de trahison, les répercussions dépassent le simple clash médiatique. Nous assistons potentiellement à une fracture structurelle au sein de la droite américaine, une fracture qui oppose 2 visions de la politique étrangère. D'un côté, le nationalisme isolationniste originel du mouvement MAGA. De l'autre, un interventionnisme aligné sur les priorités israéliennes. Cette tension existait depuis longtemps, elle vient d'éclater au grand jour. Pour comprendre la portée de cette rupture, il faut revenir sur le parcours de Tucker Carlson, fils d'un diplomate américain. Il a grandi dans les cercles de l'establishment washingtonien, journaliste conservateur depuis les années 1990. Il a longtemps incarné une droite classique, favorable au libre-échange, interventionniste en politique étrangère, proche des milieux néoconservateurs. Son virage populiste date du milieu des années 2010. Il devient alors le porte-voix d'une droite différente, hostile aux élites économiques, critique de l'immigration de masse, sceptique envers les interventions militaires américaines. Son émission sur Fox News devient un phénomène. Il attire une audience considérable parmi les électeurs de la classe moyenne blanche, ces mêmes électeurs qui porteront Trump au pouvoir. La relation entre Carlson et Trump a toujours été complexe. Le présentateur a soutenu le candidat puis le président. Mais il n'a jamais été un courtisan aveugle. Il a régulièrement critiqué certaines décisions, notamment la frappe contre le général iranien Soleimani en 2020 ou encore certaines nominations jugées trop proches de l'establishment. Son départ de Fox News en 2023 a marqué un tournant, officiellement pour désaccords éditoriaux, officieusement pour des tensions multiples. Depuis, il a lancé sa propre plateforme. Il a interviewé des personnalités controversées, y compris Vladimir Poutine. Chaque intervention renforce son image de dissident. Le choix du New York Times pour cette interview est significatif. Le journal représente l'exact opposé idéologique de Carlson. Il est le symbole de l'establishment médiatique libéral, celui que Carlson a passé sa carrière à attaquer. Que le Times lui ouvre ses colonnes pendant 2 heures est révélateur. Le journal cherche à amplifier les divisions de la droite. Carlson cherche une tribune pour ses accusations. Les 2 partis trouvent leur intérêt. Cette convergence tactique entre ennemis idéologiques mérite attention. Elle illustre les recompositions en cours dans le paysage médiatique américain. Les lignes de front traditionnelles deviennent poreuses. Les alliances de circonstances se multiplient. Le fond de l'affaire concerne la politique étrangère, plus précisément les relations entre Washington et Tel Aviv. Carlson accuse Trump d'avoir engagé les États-Unis dans des opérations militaires dictées par Israël, la confrontation avec l'Iran, les frappes au Liban, le blocage des négociations de cessez-le-feu à Gaza, autant de décisions qui serviraient les intérêts israéliens plutôt que américains. Les accusations de Carlson suivent une logique précise. Il identifie un réseau d'influence qui aurait capturé la politique étrangère de Trump. Ce réseau compterait 4 figures principales. Sean Hannity, présentateur vedette de Fox News et successeur de Carlson. Rupert Murdoch, propriétaire de l'empire médiatique News Corporation. Myriam Adelson, milliardaire et veuve de Sheldon Adelson, principal donateur républicain. Et Mark Levin, animateur radio conservateur proche de Netanyahou. Selon Carlson, ces 4 personnalités partagent un point commun. Elles placeraient les intérêts d'Israël au-dessus de ceux des États-Unis. L'accusation est grave, elle frôle l'accusation de double loyauté. Un terrain historiquement miné aux États-Unis. Le cas de Myriam Adelson mérite un examen particulier. Elle a hérité de la fortune de son mari décédé en 2021. Cette fortune est estimée à plus de 30 milliards de dollars.
Les Adelson ont été les plus grands donateurs de Trump lors des campagnes de 2016 et 2020. Leur soutien s'est poursuivi en 2024. En contrepartie, ils ont obtenu des engagements sur la politique israélienne, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien, la normalisation des relations avec plusieurs pays arabes. L'influence des donateurs sur la politique américaine n'est pas un phénomène nouveau. Le système de financement des campagnes le permet, voire l'encourage. La particularité ici est la nature des accusations. Carlson suggère que ces donateurs agissent pour un État étranger. Cette rhétorique était traditionnellement l'apanage de la gauche. L'avoir adoptée par une figure de la droite populiste marque un basculement. Les implications sont multiples. D'abord sur le plan factuel, les décisions évoquées par Carlson correspondent-elles vraiment aux intérêts israéliens exclusifs ? La confrontation avec l'Iran sert aussi certains intérêts américains. Le contrôle des flux pétroliers du Golfe, le maintien de la suprématie régionale, la protection des bases militaires au Moyen-Orient. Réduire ces décisions à une simple soumission à Israël est réducteur. La réalité géopolitique est plus complexe. Les intérêts américains et israéliens convergent sur de nombreux points. Ils divergent sur d'autres. La politique de Trump reflète cette ambiguïté. Ensuite, sur le plan politique, Carlson représente une tendance réelle au sein de la base trumpiste, une tendance isolationniste, hostile aux engagements militaires extérieurs, sceptique envers les alliances traditionnelles, y compris envers Israël. Les sondages montrent une évolution des opinions républicaines. Le soutien inconditionnel à Israël reste majoritaire, mais il recule chez les jeunes électeurs conservateurs. Le mouvement America First, dans sa version originelle, impliquait un désengagement global. La question palestinienne cristallise ses tensions. Une partie de la base trumpiste reste fortement pro-israélienne, pour des raisons religieuses, pour des raisons idéologiques, pour des raisons géostratégiques. Une autre partie questionne l'alignement systématique. Carlson donne une voix à cette seconde tendance. Sa critique de Trump vise à repositionner le débat au sein de la droite. La stratégie médiatique de Carlson mérite également analyse. En choisissant le New York Times, il maximise l'impact de ses accusations. Le journal touche un public qui ne le suit pas habituellement, les démocrates, les libéraux, les indépendants. Ce public sera ravi d'entendre un conservateur critiquer Trump. L'écho médiatique sera amplifié. Les réseaux sociaux relaieront massivement. En même temps, Carlson renforce sa crédibilité auprès de sa base. Il apparaît comme quelqu'un qui ose affronter tous les pouvoirs, y compris celui qu'il a contribué à créer. Cette posture de prophète dissident est payante. Elle alimente son audience. Elle renforce son influence. Les conséquences de cette rupture se déploient sur plusieurs horizons temporels. À court terme, l'impact concerne les élections de mi-mandat de 2026. Ces élections sont cruciales pour la seconde présidence Trump. Elles détermineront la composition du Congrès et donc la capacité du président à gouverner. La base républicaine est fragmentée sur plusieurs sujets. La politique étrangère en fait partie. Les accusations de Carlson alimentent cette fragmentation. Elles donnent des arguments aux républicains critiques de Trump. Elles fragilisent la cohésion du parti. Les démocrates observent avec intérêt. Ils n'ont pas besoin de porter ces accusations eux-mêmes. Un conservateur le fait à leur place. L'impact sur les électeurs indépendants pourrait être significatif. Ces électeurs décident souvent des scrutins serrés. Les entendre dire que Trump sert des intérêts étrangers peut les faire basculer. À moyen terme, la question concerne l'avenir du mouvement MAGA. Ce mouvement a toujours été une coalition hétérogène. Des nationalistes économiques, des conservateurs sociaux, des libertariens, des populistes. La politique étrangère était un ciment fragile. Le slogan America First pouvait être interprété différemment. Pour certains, cela signifiait un retrait des engagements internationaux. Pour d'autres, cela signifiait une projection de puissance sans contrainte multilatérale. Ces deux interprétations sont contradictoires. La rupture Carlson-Trump les met en lumière. Si Carlson continue sa campagne contre Trump, il pourrait structurer une alternative, un Trumpisme sans Trump. Plus cohérent idéologiquement sur la politique étrangère, plus isolationniste,
populistes, plus critiques envers Israël. Cette perspective inquiète les milieux pro-israéliens américains. Leur influence repose sur un consensus bipartisan. Ce consensus est remis en question des deux côtés, à gauche par les progressistes pro-palestiniens, à droite par les nationalistes isolationnistes. La convergence est improbable, mais la double pression est réelle. À long terme, l'enjeu concerne la place des États-Unis au Moyen-Orient. La critique de Carlson s'inscrit dans un débat plus large. Les États-Unis doivent-ils maintenir leur engagement régional ? Le pivot vers l'Asie, annoncé depuis Obama, se heurte à cette question. Chaque crise au Moyen-Orient ramène Washington dans la région, l'Iran, Gaza, le Liban, le Yémen. Les ressources diplomatiques et militaires sont mobilisées au détriment potentiel de la compétition avec la Chine. Certains stratèges américains plaident pour un désengagement progressif. Ils considèrent le Moyen-Orient comme un piège, une région qui absorbe des moyens disproportionnés pour des résultats limités. D'autres considèrent la présence américaine comme indispensable pour protéger les approvisionnements énergétiques, pour contenir l'Iran, pour maintenir les alliances régionales. Carlson se situe clairement dans le premier camp. Sa critique de Trump vise aussi à relancer ce débat. Un débat que l'establishment sécuritaire américain préfère éviter. La dimension médiatique de l'affaire est également significative. Le New York Times qui donne la parole à Carlson. Carlson qui attaque Trump sur les colonnes de son ennemi historique. Ces recompositions illustrent la fluidité du paysage informationnel américain. Les médias traditionnels cherchent de nouvelles stratégies. Donner la parole à l'adversaire peut servir leurs intérêts. Amplifier les divisions adverses est une tactique classique. Carlson l'a compris, il utilise toutes les tribunes disponibles. La rupture entre Tucker Carlson et Donald Trump dépasse l'anecdote médiatique. Elle révèle des failles profondes dans la coalition qui a porté Trump au pouvoir. Ces failles concernent principalement la politique étrangère. Le mouvement MAGA n'a jamais résolu sa contradiction fondamentale. America First signifie-t-il repli ou projection de puissance unilatérale ? Les deux interprétations ont coexisté par commodité électorale. Les décisions concrètes forcent à choisir. L'engagement américain au Moyen-Orient cristallise ce choix. Carlson représente une tendance isolationniste cohérente. Il refuse les interventions militaires au service d'alliés, y compris Israël. Cette position trouve un écho croissant dans l'opinion publique américaine, particulièrement chez les jeunes électeurs. Les accusations de double loyauté qu'il formule sont explosives. Elles touchent à des tabous du débat politique américain. Elles pourraient reconfigurer les lignes de clivage. Nous assistons peut-être à un moment de recomposition idéologique. La droite américaine pourrait se diviser durablement entre interventionnistes pro-israéliens et nationalistes isolationnistes. Cette division aurait des conséquences majeures sur la politique américaine au Moyen-Orient, sur les relations avec Israël, sur l'équilibre des forces régionales. La question que pose cette affaire est la suivante. Le consensus bipartisan américain sur le soutien à Israël peut-il survivre à une attaque venue de la droite populiste elle-même ? Si cette analyse vous a interpellé, abonnez-vous à Voix interdite. Chaque jour, nous décryptons les sujets qu'on vous cache. À demain.